D'abord, il y eut cet intense rayon lumineux, dont la vitesse était bien supérieure à celle de la lumière elle-même. Et le temps commença à s'écouler, et les forces à s'exercer. Très vite, le refroidissement du rayon permet l'apparition d'atomes, qui se réunissent et s'effondrent sur eux-mêmes, formant des spirales de millions d'étoiles, les galaxies. La plupart de ces premières étoiles finissent rapidement leur existence en de gigantesques explosions, ensemençant l'univers d'atomes nouveaux. Dans la galaxie, d'autres étoiles se forment à partir de cette matière dispersée. Ainsi, quelques millions d'années plus tard, parmi les 200 milliards d'étoiles d'une spirale galactique, un petit nuage gazeux d'atomes s'effondre sous son propre poids et se fragmente. Aplati par sa rotation, il prend la forme d'un disque épais, au centre duquel va s'allumer une nouvelle étoile, le Soleil. Autour de ce noyau en fusion, des particules s'agglomèrent et forment des planètes. À 150 millions de kilomètres du Soleil, l'une d'elles, future planète bleue, est alors percutée par un astéroïde 10 fois plus petit qu'elle. Une grande quantité de matière est éjectée dans l'espace et deviendra bientôt le satellite Lune. S'ajoutant au rejet gazeux dû à l'intense volcanisme de cette jeune planète, comètes et météorites apportent de la glace qui, sous l'effet de la chaleur intense, s'évapore instantanément. Et la température commence à abaisser, et la vapeur à se condenser, s'abattant en pluie diluvienne sur la surface rocheuse, remplissant les trous et les cratères creusés par les météorites jusqu'à recouvrir la totalité du globe, ou presque. L'eau liquide de ce jeune océan dissout de minuscules fragments de roches qui se retrouvent en suspension, les sels minéraux, auxquels s'ajoutent des molécules simples, formées lors de la création du système solaire et arrivées de l'espace par le bombardement incessant des météorites. Dans cette soupe primitive, les intenses échanges énergétiques vont favoriser la création d'une grande variété de molécules plus complexes. Alors fut le Logos, le premier langage, un système de codage et de décodage d'informations. Une molécule portera bientôt en elle ce message codé contenant des informations diverses lui permettant de créer une réplique exacte d'elle-même, ou encore d'utiliser la matière qui l'entoure comme des briques, pour construire un individu capable de l'héberger. Bien à l'abri des rayons ultraviolets, sous la surface de l'océan, la matière inerte est sur le point de s'animer. En résumant l'histoire de la planète de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, à une journée de 6h du matin à 18h, l'océan s'est formé entre 7h et 7h30. À 8h, les premiers organismes portant le code de la vie commencent à se dupliquer. À 8h45 apparaissent les cellules alchimistes qui, pour se développer, utilisent la seule source d'énergie constante disponible sur la planète, la lumière du Soleil. Elles parviennent ainsi à fractionner le gaz environnant et à le transformer, en le combinant à l'eau, en un repas délicieux. Ce processus entraîne le rejet d'une grande quantité d'oxygène qui va former une couche protectrice anti-ultraviolet tout autour du globe, l'ozone. À 14h45, des colonies de cellules alchimistes coopèrent et deviennent algues. À 15h15, d'autres colonies de cellules commencent à conquérir le territoire océan. Celles-ci n'utilisent pas la lumière pour assurer leur croissance. Elles dépendent totalement de la matière organique créée par les alchimistes. Ce sont les animaux. À 16h40, parmi eux évoluent des êtres mous à coquilles. C'est là, sur un morceau de roche entre terre et mer, que je suis né. Je suis bigorneau, j'aime l'océan et j'adore les algues. Contrairement à ce que j'entends dire parfois, je ne pense pas être un animal étrange. Comme beaucoup d'animaux, j'ai besoin de me nourrir pour me procurer l'énergie nécessaire à mon fonctionnement. J'ai besoin de décrypter la lumière, j'ai besoin de me déplacer. J'ai donc une bouche, des yeux, des muscles. Ma particularité réside peut-être dans le fait d'être doté, comme mes cousins au corps mou, d'un énorme et unique membre, mon pied, qui contient aussi mon estomac. Ça tombe bien, j'adore les algues. Et puis c'est vrai, je porte aussi cette coquille. J'aime ma coquille. J'habite une flaque parmi les rochers. Mais dans ma flaque, je ne suis pas seul. Il y a des longs, des ronds, des mous. Il y en a même qui se sont fabriqués des extensions articulées qui les aident à se déplacer. Leurs formes sont très différentes, mais tous sont parfaitement adaptés pour vivre dans ce milieu sans cesse couvert et découvert par l'océan. L'histoire de la matière, je la connaissais bien.
Bon, c'est vrai, j'ai des facilités. La mémoire de l'univers est gravée dans ma coquille. Mais cela ne m'expliquait pas pourquoi je n'étais pas la seule forme vivante. Vraiment, cela me turlupinait. Alors, durant mes promenades à marée basse, je réfléchissais à la question. D'où venaient toutes ces formes? Comment faisaient-elles pour être aussi à l'aise dans ce milieu, malgré leurs apparences parfois douteuses? J'ai parlé à une étoile. Elle m'a parlé d'une éponge. Voici ce qu'elle m'a dit. Une éponge est un être simple constitué de plusieurs types de cellules ayant chacune leur rôle. Les cellules qui tapissent sa paroi interne ont un cil qui fait circuler l'eau. D'autres gobent les particules en suspension et respirent. D'autres sont chargés de fabriquer les spicules du squelette qui font tenir ce sac mou bien droit. Sommes-nous si différents d'une éponge? J'ai connecté mon neurone et voilà ce que j'en ai déduit. Chacun de mes voisins de flaque commence par être une cellule unique, baignant dans un liquide salé, tout comme celle qui flottait dans l'océan du début du monde. Cette cellule contient la molécule qui porte le message, les instructions de fabrication. En suivant les instructions à la lettre, la cellule se duplique avec l'information qu'elle porte. Duplication, 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 jusqu'à devenir un individu. Au cours de la copie de l'information, il arrive que de petites erreurs surviennent. Alors, souvent, le message décodé génère des formes incompatibles avec le milieu environnant. La forme s'éteint, le message disparaît. Parfois, les erreurs permettent de nouvelles aptitudes. La molécule garde l'information gravée en elle. Ainsi, au fil des âges, génération après génération, les informations se complexifient sous la pression de l'environnement et se mémorisent. L'individu transmet l'information. Et c'est comme ça que les formes évoluent. Quand une forme nouvelle voit le jour, c'est une nouvelle espèce. L'individu est capable de reproduire et d'échanger avec un autre de son espèce la notice de fabrication qu'il porte en lui. Appartenir à une espèce, c'est choisir avec qui on mélange ces informations, pour produire des individus de plus en plus aptes à reproduire ces informations. Un individu, c'est le résultat d'un message porté par la matière. C'est pour cette raison que je ressemble à mon cousin Bernick. Nous avons un ancêtre commun, avec un gros pied mou, qui nous permet de bien nous accrocher quand la marée monte et de supporter les gifles des vagues. Et aussi de digérer les algues. J'aime les algues. J'ai aussi compris pourquoi Bernard, l'ermite de ma flaque, s'abritait dans une coquille, comme moi. Je pensais que c'était parce qu'il me trouvait génial, que j'étais son modèle. Peut-être que ça a été vrai au début. Mais maintenant, tous ceux de son espèce faisaient ça sans ne me porter plus aucune attention. Ceux qui, parmi ces crustacés rachitiques s'abritaient dans une coquille abandonnée, vivaient plus longtemps que les sans coquilles, beaucoup plus vulnérables. Ils ont transmis leur notice de fabrication mieux que les autres. Alors, de génération en génération, l'information leur donnant l'envie d'une coquille s'est rapidement diffusée dans leur espèce. Je suis bigorneau et j'avais compris qu'entre une éponge, une étoile de mer, un poisson et moi, il n'y avait qu'une différence de forme. Parce que dans le fond, nous sommes vivants. Bon, c'est bien beau de parler, mais il y a des priorités dans la vie. Et moi, ma priorité, c'est de manger une bonne algue verte. Je ne rêve que de ça. C'est plein d'énergie une algue verte. Il y a 6 fois plus de vitamine C que dans l'orange. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, moi. J'aime pas les oranges. Ah, brouter les algues. Ça me rappelle le jour où elles sont arrivées du ciel jusqu'à ma flaque, ces créatures merveilleuses. C'étaient les bernaches. Des dinosaures dont les écailles s'étaient transformées en plumes. Cela me fascinait. Elles aussi aimaient les algues. Et dans ma flaque, le monde entier le sait, on trouve les meilleures du monde. L'une d'elles avait dû entendre parler de leur grande qualité. Et depuis lors, chaque hiver, quand la météo se gâtait dans leur toundra natale, elles venaient ici par milliers. Certaines bernaches débarquaient même d'Amérique, de l'autre côté du globe, pour les déguster. Conquérir le ciel pour manger mes algues, comme je les comprends. Cette passion commune m'avait rapproché d'elles. J'aimais bien les bernaches, j'aimais bien les oiseaux. Un jour, cependant, j'en viens grand et blanc, comme un fantôme. C'était l'aigrette. La manière dont elle scrutait et perçait la surface de l'eau m'intriguait. C'est sûr, ce n'étaient pas les algues qui l'intéressaient. C'était une tueuse.
Bientôt, il en arriva d'autres, par milliers, qui se mirent à nous manger. Ils s'appelaient limicoles et étaient dotés d'une arme ultra perfectionnée, un bec tactile. Ah, les méchants! Ah, les sanguinaires! Des bêtes sauvages sans pitié qui dévorent nos enfants. Sales nuisibles, satanés prédateurs, vous méritez qu'on vous torde le cou. Je suis retourné vers le fond de ma flaque. Là-bas, sans doute, aurait-il moins de chances de me trouver. En chemin vers mon trou d'eau, ce que j'avais appris sur le vivant et les adaptations me revint en tête. Et ce que je compris me fit froid dans la coquille. L'acte de prédation favorise la vie. Je m'explique. Au cours de l'évolution, l'apparition de nouveaux êtres vivants est liée aux conditions existantes d'un milieu et notamment à la disponibilité en nourriture de ce milieu. En ce qui me concerne, s'il y a beaucoup d'algues, je vais bien manger et bien me reproduire. Et si je me reproduis beaucoup, il y aura moins d'algues disponibles à manger. Alors je me reproduirai moins bien. La logique est infaillible. C'est l'équilibre subtil qui lie tous les vivants entre eux. Ainsi, moi-même, j'étais un prédateur mangeur d'algues vivantes. Ces oiseaux que je qualifiais de sanguinaires sont apparus grâce à la ressource en nourriture que représentent mes cousins de flaque et moi-même. S'ils n'étaient pas là aujourd'hui pour nous manger, alors nous aurions certainement pullulé et dévoré toutes les algues jusqu'à la dernière. Les informations de fabrication qui sont dans nos cellules de bigorneaux bien adaptées auraient disparu, tout comme celles des algues vivantes que nous aurions mangées. Nous aurions alors déséquilibré tout le système écologique planétaire et nous nous serions éteints avec lui. Pour la pérennité de la vie, l'acte de prédation est essentiel, car il empêche les pullulations sans nuire aux espèces elles-mêmes, sans nuire aux informations. Et je dirais même plus, le prédateur, par la pression de sélection qu'il opère, optimise les adaptations des êtres vivants d'un milieu et entraîne une évolution plus rapide de la complexification des informations de chaque individu. En bref, le prédateur est essentiel pour la diversité des espèces vivantes qui sont en constante évolution. L'acte de prédation favorise donc la vie. À quoi ça sert de garder la vie en vie? Ça, je ne sais pas. Mais la vie, c'est comme ça. J'aime l'océan. Il est si vaste, si mystérieux. Il recouvre plus des 2/3 du globe et sa profondeur atteint à certains endroits plus de 11 000 mètres. Même la plus haute des montagnes serait noyée bien avant d'en toucher le fond. Moi, depuis ma flaque, je suis trop petit pour aller jusqu'à lui. Qu'à cela ne tienne, la lune est là, et c'est l'océan. C'est le phénomène des marées, dû à la force qui fait s'attirer tous les corps de l'univers. La lune tourne autour de la planète. Parce qu'elle est proche, elle tire l'eau des océans vers elle et, bien qu'elle soit petite, son effet sur les marées est 2 fois plus important que le soleil, qui est très gros, certes, mais très éloigné aussi. La lune a été d'une grande importance dans l'apparition de la vie. Au tout début du monde, avant que la lune n'existe, la planète tournait 4 fois plus vite sur elle-même. Il y avait donc 4 jours et 4 nuits en 24 heures, et des vents déchaînés en continu. Aussi, son axe de rotation changeait beaucoup, entraînant de larges variations de température au pôle comme à l'équateur, et de nombreuses saisons. Tout cela était très peu favorable à la fabrication d'éléments stables nécessaires à la vie. Quand la Lune s'est formée, elle a stabilisé la planète et ralenti sa rotation sur elle-même. Le cycle jour-nuit s'effectua alors en 24 heures. Comme elle était 3 fois plus proche de nous qu'aujourd'hui, elle provoquait alors des marées géantes, avec des hauteurs d'eau de plus de 3000 mètres. À chaque marée, la mer s'étendait sur des centaines de kilomètres. Cela permit à l'eau de dissoudre énormément de roches et d'apporter en quantité les sels minéraux indispensables à la vie. J'aime l'océan, j'aime la lune et j'aime les marées. J'aime les marées parce que c'est comme une respiration. L'eau qui me submerge, c'est ce qui rythme ma vie. Et c'est ma façon à moi de voyager. Quand la marée est haute, ma flaque devient grande comme la planète. Alors je suis partout, des abysses jusqu'à la surface, du pôle nord au pôle sud et sous toutes les latitudes. Merci la lune. La marée, c'est aussi la mer de la vie sur les terres émergées. Grâce à l'apport sur les plages d'épaves d'algues ou d'animaux, de nouvelles formes de vie ont pu sortir des eaux originelles. Elles ont utilisé ces ressources nouvelles pour se nourrir et se développer. Certains animaux,
Très appréciés des oiseaux, se sont même spécialisés en nettoyeurs recycleurs de matière. Rien ne se gâche. Alors, de proche en proche, la matière organique s'est progressivement diffusée et enrichit le sol de ces terres stériles. Aujourd'hui, pour recycler cette laisse de mer, les thalitres sont rois. Ils vivent en grand nombre dans le sable et sont dotés d'un appétit insatiable. Eux aussi, ils aiment les algues, comme moi. Mais les algues mortes. Et ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est sauter. Ils sautent depuis qu'ils sont nés et sauteront encore et encore, jusqu'à se faire manger. Car ils ont eu beau se cacher dans le sable des plages durant la journée, les becs tactiles n'ont pas tardé à les localiser. Dans la mer est apparue la vie il y a plus de 3,5 milliards d'années. C'étaient les bactéries et les algues microscopiques qui peuplent encore la mer aujourd'hui. Durant 2 milliards d'années, elles ont produit assez d'oxygène pour que puissent apparaître les premiers animaux. Incapables de fabriquer leur propre nourriture, ceux-ci ont mangé le plancton végétal pour vivre. Les premières chaînes alimentaires se sont construites. La vie, c'est la possibilité de s'adapter et d'évoluer. Pour ça, il faut que les générations se suivent. Pour ça, il faut mourir. Une forme immuable ne pourrait pas s'adapter au changement de son environnement, et elle disparaîtrait. C'est la vie. Parce qu'elle allait et venait, la mer avait poussé les espèces vivantes à s'adapter de manière surprenante, offrant même à certaines formes une enveloppe étanche qui leur permettait de garder en elle un morceau d'océan, et de conquérir le ciel et les continents. Ainsi, les individus meurent, tandis que la vie, elle, maintient une apparence d'immortalité. Sur ces belles paroles, qui me laissaient rêveur, un sentiment de plénitude m'envahit. Alors j'ai pensé à elles, à celles que j'aimais tant, et je suis allé les retrouver. Parmi elles, j'étais bien. Je sentais que je touchais du bout de ma coquille quelque chose comme le bonheur. C'est alors qu'elles sont apparues, ces nouvelles créatures marchant sur deux pieds. C'était passionnant. Ces organismes avaient 2 mains libres dont le pouce était opposé aux autres doigts. Ils avaient aussi une grosse tête qui contenait un gros cerveau, leur offrant de grandes capacités d'apprentissage et d'analyse. Ils ont ainsi pu rapidement modifier leur environnement en fonction de leurs besoins. En peu de temps, à l'échelle géologique, la vie avait évolué de manière tellement complexe. Rapidement, ils se sont disséminés sur tous les continents. Longtemps, ils ont vécu avec nous, vivant parmi les vivants. Longtemps, ils ont célébré le message de vie qui coulait en chacun de nous et qui nous animait. Ils l'ont chanté et ils l'ont peint. Ils vivaient et respectaient cette terre qui les nourrissait et les faisait vivre. Et puis, il y a peu, leur gros cerveau a fait perdre la tête à quelques-uns. Ces humains, comme ils se nommaient eux-mêmes, n'étaient plus animaux. Ils l'avaient décidé. Ils étaient supérieurs. Et puis ils se mirent à croire que leur terre était le centre de l'univers, et que l'univers avait été créé juste pour eux. Puis ils se mirent à définir l'utile et l'inutile. Alors, en quelques siècles seulement, ils ont bouleversé comme une déferlante tout cet équilibre entre les espèces qui s'était mis en place durant plusieurs millions d'années. Ils n'hésitaient pas non plus à écraser d'autres de leur propre espèce afin d'imposer leur vision d'un mode de vie qu'ils considéraient bon. Bon pour qui ? Aujourd'hui, cette minorité d'humains a créé son propre réseau de vie en spoliant et surexploitant le monde vivant. Cette stratégie de survie est certainement efficace à court terme pour assurer un développement rapide de leur espèce. Mais comment ces êtres doués de raison, avec leur capacité d'analyse et d'apprentissage, ont-ils pu à ce point ne pas anticiper les conséquences de leurs actes ? Ils n'étaient plus animaux, mais ils avaient besoin de se nourrir, de boire et de respirer. Il leur arrivait même de devoir déféquer. Pour transmettre le code du vivant qu'ils portaient dans chacune de leurs 100 000 milliards d'unités cellulaires, ils devaient s'accoupler, et la femelle, celle qui porte l'œuf, devait accoucher d'un petit humain, doué de raison bien sûr. Ils n'étaient plus animaux, et pour en être sûrs, ils ont rompu le contrat qui les liait à la chaîne du vivant. Aujourd'hui, ces humains, Homo sapiens, ceux qui savent, détruisent les vivants qui fabriquent l'oxygène qu'ils respirent, et ceux qui fécondent les plantes qui les nourrissent.
et ceux qui recyclent la matière organique qui nourrit les plantes qui les nourrissent. Partout, ils épandent des produits biocides, polluant les rivières et l'eau qu'ils boivent. Ils pillent et gâchent les ressources naturelles et cassent les chaînes alimentaires. Et pire que tout, eux, ils n'aiment pas les algues. Ça sent mauvais, ça fait pas propre. Ils coupent la branche sur laquelle ils vivent, tout en détruisant de l'intérieur l'arbre qui porte la branche. C'est totalement paradoxal. Leur raison, ou peut-être leur ego, les fait agir à l'inverse même des cellules coopérantes dont ils sont tous constitués. Ils commencent même à jouer avec le code qui permet la fabrication de tout individu vivant. Quant à mon océan, dont le plancton végétal produit 1/3 de l'oxygène de la planète, il se transforme aujourd'hui en une soupe toxique, vidée de ses poissons. Si l'humanité crée des conditions défavorables à la vie, et si l'humanité est liée aux autres vivants et ne peut vivre sans eux, alors l'humanité crée des conditions défavorables aux humains. Les humains, avec leur formidable cerveau que leur avait offert la vie, avaient tout pour créer un véritable jardin d'Éden. Mais ils l'ont transformé en enfer. Leur enfer. Pour ma part, c'est aujourd'hui que j'allais mourir. Ces microbes multicolores allaient avoir raison de moi. Alors, en laissant monter cette marée humaine, que j'aimais moins que l'océan, que les algues vertes ou que ma coquille, je me laissais aller à quelques pensées. Au fond, qu'est-ce qui sépare l'humain du mollusque, si ce n'est une histoire de temps ? L'humain s'est réservé le nom de terrien. Mais ne sommes-nous pas tous, créatures vivantes animales et végétales, habitants de la même planète ? Ne sommes-nous pas même des solariens, des voies lactiens, ou des filles et fils de l'univers ? En considérant que l'histoire de ma planète s'est déroulée aujourd'hui, entre 6h du matin et 18h, l'univers est né hier, en tout début de journée. Ce matin, à 8h, sont apparus les premiers vivants. À 16h40 commence le temps des mollusques, tels que moi. 26 secondes avant 18h, un mammifère primate se lève sur ses pattes arrière. Un dixième de seconde avant 18h, il commence à adapter le monde qui l'entoure à ses besoins, amorçant un véritable génocide de la biodiversité planétaire, qui constituera bientôt par sa rapidité et son ampleur le plus important épisode d'extinction de toute l'histoire de la biosphère. Demain matin, à l'aube, le Soleil aura dépensé tout son combustible. Il deviendra une géante rouge. Son diamètre aura centuplé et la température de ma planète avoisinera les 2000 degrés. Dans un dernier clapotis, l'océan disparaîtra comme il est apparu. Quant à moi, je suis heureux. Heureux d'avoir eu l'immense chance de participer à l'histoire de la vie, sur cette petite sphère flottant dans le vide et recouverte d'une fine couche d'eau. Et heureux d'avoir eu la chance d'aimer, car ça oui, mes algues vertes, je les ai aimées. Mais ce qui me rendait le plus heureux, c'est que j'allais pouvoir accomplir le plus grand de mes rêves. J'allais habiter pour l'éternité dans une immense spirale, comme celle gravée dans ma coquille. « Ne dis pas de bêtises, répondit alors la spirale. C'est moi qui suis heureuse d'avoir vécu dans ta coquille. Car quoi de plus beau que d'avoir pu être un bigorneau ?